Alors que Maduro est l'anti-dictateur par excellence, qu'il construit la démocratie participative la plus nombreuse, la plus importante finalement du monde. Je ne dis pas ça par chauvinisme, mais parce que c'est une réalité. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec On ne veut plus. J'ai un camarade qui me rejoint en direct du Venezuela. On va introduire très rapidement le sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est remettre un peu de contexte sur qu'est-ce que c'est le Venezuela, expliquer qui est ce personnage et on verra aussi qu'est-ce qui va se passer au Venezuela. Et pour tout ça, je vais appeler Thierry Deroun. Merci à toi d'être avec nous. Et à vous aussi, chers amis et chers camarades. Enchanté. Merci Thierry de prendre le temps. J'imagine que c'est un peu troublé sur place. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce qui est Chavez, qui en fait pose à lui tout seul tout le contexte et pourquoi c'est intéressant pour nous aujourd'hui? Chavez lui-même, c'est déjà le fruit d'une action collective de très longue date, puisqu'en fait, le Venezuela, c'était un peu la carte postale tropicale avec les Miss Venezuela et tout ça. Et beaucoup de gens à l'époque parlaient d'une gentille démocratie. En fait, c'était un pays soumis à un apartheid social, économique, culturel. Les 80% de la population étaient reclus dans des quartiers d'où ils sortaient uniquement pour être les prolétaires d'une bourgeoisie située à l'est de Caracas, par exemple. Donc, Chavez, c'est quelqu'un qui remet le pays sur ses pieds et fait entrer dans le champ politique cette majorité sociale qui devient une majorité politique. Et c'est à partir de là qu'effectivement commence la séquence agressive de la part des États-Unis et en même temps une radicalisation, on va dire, de la révolution bolivarienne petit à petit. Tu parles de radicalisation, mais il commence quand même dans l'armée. Il y a déjà un coup d'État qui va plus ou moins le calmer. Et après, il décide, si j'ai bien compris, que c'est pas vraiment la solution et il se fait élire. Exactement. C'est un militaire, c'est très important parce qu'effectivement, quand on regarde l'Amérique latine, son histoire, bon, militaire, ça fait plutôt penser au coup d'État de droite, à la Pinochet, etc. Mais il y a aussi une tradition moins connue de militaires progressistes, au Guatemala, au Pérou, par exemple. Et même au Venezuela, il y a eu d'ailleurs, c'est très, très peu connu, différentes relations politiques entre un certain secteur de militaires et la mouvance communiste, qui ont essayé plusieurs fois, plus ou moins de dialoguer et cetera. Mais en fait, Chavez avait compris, en prison après sa première insurrection dont tu viens de parler, dans les années 90, donc 4 ans de prison, donc il va s'en servir comme un espace de rencontre avec toutes sortes de composantes de la gauche. Et il va comprendre que son union civico-militaire, c'est-à-dire, comme Bolivar le disait toujours, le soldat et le peuple sont une seule et même réalité, sont les deux phases d'un même phénomène. Et donc l'armée ne peut pas, comme disait Bolivar, retourner ses fusils contre le peuple. Maudit soit le soldat qui fait ça, disait Bolivar. Donc avec cette vision que Chavez a, face aux répressions de la social-démocratie contre tout ce peuple qui s'était rebellé face aux ajustements structurels du FMI. Lui, comme soldat, il était indigné avec d'autres officiers par ces répressions, par le fait qu'on utilise l'armée pour réprimer le peuple. Et donc, dans sa prison politique, dont il sort au bout de 4 ans, il commence à prendre contact avec des mouvements sociaux, des mouvements politiques. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, il a choisi finalement la voie électorale. Au départ, on l'a traité d'opportuniste, ah, tu t'es rangé, etc. Mais en fait, non, il avait bien vu, il a été victorieux qu'une grande majorité politique, donc en 98 exactement, en décembre 98. C'est aussi quelque chose auquel on a été assez surpris, nous en tant que Français, parce que quand on a fait l'interview avec le camarade malgache, il y avait aussi cette participation de l'armée qui nous a surpris, qui était un peu plus du côté des manifestants. Et ce que tu dis, c'est très intéressant en fait. Ce passage de Chavez par la prison, c'est aussi ça qu'il a, de ce que j'ai compris, rapproché du peuple. Il y a vraiment une attache du peuple pour Chavez que peut-être Maduro, qui lui a été nommé comme son héritier, si j'ai bien compris, n'a pas récupéré entièrement et qui fait aussi qu'il a pu être un peu plus attaqué, par, entre autres les Américains. Je pense qu'il ne faut surtout pas projeter un jeu politique personnaliste sur ce qui se passe au Venezuela. Je le dis d'autant plus qu'en France, souvent on a tendance à voir ça sous l'angle des personnes qui luttent entre elles pour le pouvoir. Enfin, ici, on a vraiment une histoire collective qui prend ensuite les traits de Chavez, qui prend les traits de Maduro. Aujourd'hui, même la vice-présidente qui est devenue présidente par intérim, Delcy, est aussi le fruit de cette très longue histoire.
pas seulement 25 ans de révolution bolivarienne, mais tout ce qui s'est passé avant en termes de résistance à la répression de ces pseudo-démocraties dont une élite se partageait le pouvoir à tour de rôle. Il y a dans l'histoire du Venezuela aussi déjà des précédents qui annoncent ça, c'est-à-dire lorsque Bolivar est mort, il y a une oligarchie terrienne qui s'est restaurée au pouvoir. Et puis il y a eu un général rebelle qui s'appelle Ezequiel Zamora et qui s'est rebellé à la tête déjà d'une armée populaire contre cette oligarchie. Son slogan, c'était Terre et hommes libres au pluriel. Et il a été assassiné par cette oligarchie, mais il avait sur son képi de soldat un chapeau de paysan. Et donc, c'est symbolique de cette union civico-militaire. Et ça remonte voilà, très loin dans l'histoire du Venezuela. Donc, Chavez n'a fait que réveiller une pulsion, d'abord anticolonialiste, hein, c'est-à-dire reprendre à la racine la lutte de Bolivar, et ensuite prendre acte du fait que le monde et la globalisation capitaliste étaient en train de nier l'histoire. Donc, dès qu'il entre en politique par la voie électorale, dans son programme, à part cette union civico-militaire, il y a un maître mot, c'est nous refusons la fin de l'histoire, parce qu'il faut se replacer dans l'époque, hein, c'est la chute du mur de Berlin, Fukuyama qui écrit ce bouquin, La fin de l'histoire, où le libre marché devient soi-disant l'horizon indépassable de toute l'humanité et pour toujours. Et donc c'est intéressant de voir que Chavez, un des premiers, va dire non à la fin de l'histoire. Et en reprenant tout ce passé de lutte collective du Venezuela, anticoloniale et pour l'égalité républicaine, puisque Bolivar aussi en partie reprend des idées de la Révolution française, il arrive avec cette synthèse bolivarienne dans le champ politique. Donc tu nous parles d'une continuité historique à laquelle Chavez a renoué. Est-ce que pour toi, il y a une continuité entre Chavez et Maduro? Oui, et une continuité ascendante, dans le sens où la révolution a continué à s'approfondir avec Maduro. De quoi Maduro est le nom politiquement avant de connaître Chavez, il a déjà une longue militance, dans le même groupe d'ailleurs d'où vient Delcy Rodriguez, l'actuelle présidente par intérim, c'est-à-dire un groupe marxiste-léniniste qui s'appelle la Liga Socialiste, hein. Et à ce moment-là, il est conducteur de transport en commun, dans le métro, dans les autobus. Donc, il se forge en tant que militant syndical d'abord, et puis à un moment donné, justement pendant la prison politique de Chavez, il le rencontre là, et il y a une sorte de révélation pour lui. Lui qui est un peu coincé à gauche, parce qu'il faut se dire aussi que dans la gauche vénézuélienne, il y a toujours eu un effet de minorité. Ça a toujours été une gauche assez réduite, pas forcément en lien avec les masses pour des tas de raisons, parfois parce qu'elle était un peu centrée sur l'Europe ou sur ses manuels théoriques, mais bon. Toujours est-il que Maduro, lui, comprend que cette voie que propose Chavez, l'union civico-militaire, le pouvoir populaire dans les quartiers, etc., c'est par là que ça va marcher. Et son intuition était bonne. À partir de là, ils commencent à travailler ensemble. Maduro devient même au début le garde du corps de Chavez dans ses grands meetings au sortir de prison. Bon, je passe quelques années. Après l'élection de Chavez, Chavez le nomme ministre des Affaires étrangères. Gros éclat de rire et mépris de classe de la bourgeoisie. Quoi? Un conducteur d'autobus qui devient ministre des Affaires étrangères? Bon, toujours est-il qu'on devine maintenant, encore une fois, la bonne intuition de Chavez parce qu'il prépare, en fait, Maduro à dialoguer avec le monde, hein. Un concept bolivarien, c'est l'équilibre du monde. Et donc, il prépare politiquement Maduro à rétablir une sorte de pluralisme dans toutes ses relations diplomatiques. Maduro a fait son école, donc là, en affaires étrangères, qui lui a bien servi ensuite pour arriver à ta question, c'est-à-dire la continuité. À partir du moment où Chavez disparaît, évidemment, l'Empire rêve de l'extinction de la révolution bolivarienne et applique toute une série de sanctions jusqu'à 1000 aujourd'hui, mais ça commence avec Obama, c'est confirmé par Biden et par Trump, bien sûr, mais toujours est-il que au départ, c'est très dur, blocus financier, on peut plus acheter même des médicaments à l'extérieur, blocus pétrolier. Mais Maduro va développer toute une série de relations avec la Chine, notamment la Russie, l'Iran, mais aussi beaucoup d'autres pays, qui fait que petit à petit,
le marché pétrolier va se rouvrir plutôt vers l'Asie et donc va permettre de continuer à financer les programmes sociaux de la révolution bolivarienne. Ça, c'est un des aspects de la continuité. Donc c'est assez remarquable parce qu'il a réussi en peu de temps relativement à faire que le pays renoue avec une croissance qui, pour la 4e année, est la plus haute de toute l'Amérique du Sud. Et c'était pas évident avec la fermeture des frontières économiques du Venezuela opérée par l'Empire. Mais l'autre aspect qui est aussi témoin de la continuité, de l'approfondissement, je dirais, de la radicalisation, c'est que Chavez, peu avant son décès, il lance un fameux discours qui est commune ou rien, comuna o nada, non? C'est un peu son testament politique. Et il secoue les ministres autour de lui en disant, mais enfin, quand est-ce que vous allez comprendre je vais supprimer le ministère des communes parce que vous vous en servez comme un alibi pour ne rien faire dans vos ministères. Comme ça, vous serez obligé. Bref, Chavez se fâche et on pouvait se dire, bon voilà, il est resté sur un lyrisme communard et après tout, Maduro aurait pu dire aujourd'hui, oui, vous savez, avec toute cette guerre économique, tous les problèmes, bon, les petits amis, on va ranger un peu l'utopie de côté et puis on reprendra ça plus tard. Non, au contraire, il a systématiquement pris des mesures qui ont permis de construire, d'ailleurs, et c'est un grand facteur de résistance aujourd'hui à l'Empire, un tissu communard à travers tout le Venezuela. C'est à peu près 5000 communes. Communes, il faut comprendre, au Venezuela, ce sont des autogouvernements populaires. Donc on transfère aux organisations sur place dans les territoires un pouvoir économique, un pouvoir politique de décision, avec toute une série de mesures concrètes qui vont de la formation, tous azimuts, qui s'incarnent dans l'université des communes, qui a été créée en 2025, et les communes établissent leur diagnostic de besoins en formation, et l'université des communes se déplace pour donner ses cours sur leur territoire. Il y a les consultations nationales tous les 3-4 mois où les habitants des communes décident quel est le projet prioritaire, infrastructure, école, source de production, quel que soit le projet culturel, social, il est donc cofinancé par l'État au terme du vote. Ensuite, il y a aussi tout le système de soins, du plan de chirurgie communale, le plan économique où on essaie d'intégrer la production, par exemple du café ou d'autres produits, à partir du petit producteur jusqu'au consommateur à travers des circuits communaux. Maduro a nommé en 2024 à la tête du ministère des Communes, et c'était une surprise, un leader paysan qui s'appelle Ángel Prado, qui vient d'une commune d'ailleurs, et qui depuis effectivement a accéléré ce processus de formation, d'appui à l'organisation des communes. Et le but fixé par Maduro, et qui est tout à fait d'actualité parce que son équipe gouvernementale actuelle est en train de continuer exactement sur les plans élaborés l'année passée, c'est d'arriver à 6000 communes dans tout le pays, au sens de bien formées, bien organisées, cofinancées, pour que ce soit une base vraiment solide. Et on a tous appris à gauche qu'on ne pouvait pas créer de socialisme véritable à partir des discours. Il faut vraiment que la base sociale, la base productive, soit concrètement et massivement le support ensuite pour passer vraiment idéologiquement, disons, à une forme de socialisme qu'on appelle ici territorial ou socialisme communal. Donc voilà, je donne ces éléments, je pourrais parler longuement de cette continuité entre Chavez et Maduro, mais souvent dans la rue, quand je parle avec les gens, ils me disent, au fond, Chavez ne s'était pas trompé. Il a eu bien raison, parce que s'il avait nommé un autre que Maduro, où serait-on? C'est vraiment important de passer du temps sur l'aspect de la commune, parce qu'on entend certaines personnes dire que le Venezuela ne serait pas une démocratie. Quand on voit les communes, ça semble absurde. Tu as travaillé sur un documentaire. El pueblo siempre aislado del ejercicio de la política, siempre aislado de los espacios de toma de decisión, se acerca a la comuna y la comuna se configura como una escuela. Estamos aprendiendo a autogobernarnos, ¿no? Pero también una escuela para gestionar medios de producción. Nosotros como pueblo podemos aprender
administrar, a gestionar, a construir incluso un medio de producción cuyos excedentes y cuyo beneficio vaya enteramente al pueblo. C'est vraiment, comme tu l'as dit, ce qui était le plus important à Chavez. On va revenir un peu sur quand tu parlais d'économie, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Venezuela, c'était un territoire qui vivait principalement du pétrole. Et Chavez et Maduro, ce qu'ils ont dû faire, c'est recréer une possibilité au Venezuela de se fournir lui-même ce dont il a besoin. Oui, il y a premièrement la récupération du pétrole par Chavez, parce qu'il y avait une pseudo-nationalisation qui, en fait, n'était pas réelle. Donc Chavez, là, vraiment reprend le contrôle. C'est d'ailleurs une des causes du coup d'État de 2002 contre lui. C'est l'oligarchie, les cadres pétroliers qui font un lock-out de l'industrie pétrolière. Donc cette redistribution, c'est la première phase. C'est-à-dire qu'on va faire une justice la plus vite, la plus rapide possible, en redistribuant les rentes pétrolières à travers des hôpitaux publics, des écoles, le salaire, etc., etc. Bon, ça, c'est la première phase. Et puis, à partir de là, Chavez déjà énonce le projet stratégique qui est sortir du pétrole. Évidemment, il y avait des gens à l'époque qui disaient « Ah non, il faut sortir tout de suite du pétrole parce que c'est mauvais, l'extractivisme, quelle honte !» En fait, bon, voilà, il y avait d'abord la justice sociale pour quand même 60% de la population qui vivait sous le seuil de la pauvreté. Donc, ce pétrole a été consacré à rendre justice à toute une classe populaire. Mais ensuite, effectivement, toujours depuis le début, il y a eu cette idée d'en sortir. Mais c'est un processus, effectivement, on ne peut pas faire ça d'un coup de baguette magique. C'est un processus de reconstruction d'abord d'industries alternatives, de souveraineté alimentaire, d'en finir avec une économie qu'on appelle ici portuaire, c'est-à-dire d'importation, parce qu'il y a quand même un secteur privé très important. Donc, c'est un pari qui est long à tenir. Et effectivement, aujourd'hui, on observe, par exemple, dans les 2 dernières années, donc sous Maduro, il y a eu plus de rentrées fiscales à partir du secteur non pétrolier qu'à partir de l'entreprise nationale du pétrole. Et on observe qu'effectivement, l'agriculture revient à un équilibre, c'est-à-dire avant, le secteur privé préférait importer, c'était moins cher pour lui d'importer et de revendre, alors que maintenant, effectivement, on a une source nationale en termes d'alimentation, par exemple. Voilà, et de plus en plus de technologies en propre aussi. Voilà, donc petit à petit, on va en sortir de cette dépendance du pétrole. Et puis, il y a aussi une volonté éco-socialiste. On est bien conscient que l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, dans l'agriculture, il y a tout un effort mis sur l'agroécologie. Il y a une conscience, effectivement, du fait que il faut aussi sortir du pétrole pour cette raison. Et ça, peut-être qu'on peut renvoyer aussi à qu'est-ce que tu es et ton travail. Je sais que tu as fait un article justement où tu traites de l'agroécologie. Tu en parleras mieux que moi. Et peut-être, voilà, tu peux quand même te présenter rapidement. Pourquoi tu es ici avec nous à nous parler de tout ça? Ça fait à peu près 32 ans que je vis au Venezuela. Et l'idée, ça a été de reprendre l'expérience en termes de médias et d'éducation populaire qu'on avait tenté au Nicaragua. En gros, j'ai été toujours très intéressé par cette idée d'appropriation populaire des médias. Ça me paraît fondamental et on le voit bien aujourd'hui, tu le rappelais, Marius, il y a un instant, comment les médias dominent et soumettent et modèlent la façon de comprendre, ou plutôt de ne pas comprendre une réalité comme le Venezuela, puisqu'on reprend les mots d'ordre des médias sans même savoir de quoi on parle. Et donc, pour moi, le grand problème depuis les années 80, si je prends l'exemple de la France, je me souviens qu'il y avait vaguement une intention de démocratiser la propriété des médias dans les années 80. Et puis, la gauche n'a pas été capable de faire grand-chose par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation est vraiment très, très difficile pour quelqu'un qui veut penser indépendamment et qui ne veut pas perdre ses amis. Parfois, c'est très difficile. En tout cas, je parle des personnalités politiques. En même temps, dans la base, je sais qu'il faut faire une différence. Il y a beaucoup, beaucoup de militants qui ne se laissent pas dominer aussi facilement. Mais je veux dire que pour moi, c'est un enjeu fondamental. Le fait que les classes populaires disposent de leurs propres organes d'information. C'est une constante dans la pensée socialiste, Marx, Lénine et puis
Gramsci et beaucoup d'autres en ont parlé, et aussi pas seulement dans la communication, dans l'art politique. Moi, j'ai eu mes classes avec le théâtre brechtien, un immense capital esthétique, politique, où on avait bien compris ensuite que, par exemple, c'est la forme artistique qui détermine le message, ou que la technique détermine l'idéologie. C'est quelque chose qui est fondamental dans le marxisme. C'est-à-dire, on ne peut pas parler, comme Augusto Boal au Brésil, d'un théâtre révolutionnaire sans créer une nouvelle façon, un nouveau dispositif de théâtre. Je donne un exemple concret. On a un théâtre à l'italienne classique, avec des sièges en velours rouge face à une scène. Et ça, c'est une représentation politique très claire. On a le droit de s'asseoir et d'écouter, mais on ne va pas avoir le droit de participer, à être acteur sur la scène. Alors que pour Boal, le public est amené à être en même temps spectateur, mais auteur, producteur. Donc il entre dans la scène à un moment donné pour proposer ses propres solutions aux problèmes qui sont représentés par les acteurs. Donc c'est un cercle, en fait, un cercle de spectateurs. Je donne juste cet exemple pour dire que dans les médias aussi, il faut casser le mode de production dominant. Je plains beaucoup les journalistes aujourd'hui qui n'ont plus le temps de faire des enquêtes, qui n'ont plus de formation dans leurs écoles de journalisme. Elles sont formatées par et pour le libre marché, donc c'est très frustrant. On a vu cette transformation du journalisme jusqu'au néant pratiquement, avec une conformité, un unanimisme. Donc il faut repenser tout. Depuis la production jusqu'à la diffusion, il faut que le socialisme, sous toutes ses formes, puisse non seulement démocratiser la propriété, mais changer le mode de production. Alors moi, je suis arrivé au Venezuela avec ces idées, et au début, c'était très dur parce que on était encore dans les régimes avant Chavez qui étaient effectivement qui réprimaient, c'était les médias indépendants qui envoyaient la police confisquer les émetteurs, etc. Mais Chavez arrive et magnifiquement, il légalise ce qu'on appelle ici les médias communautaires ou associatifs, on pourrait dire. Il crée une nouvelle télévision publique où j'ai travaillé pendant de longues années. Donc, il a posé la question politique des médias très tôt, et ajoutant cela au sens critique né de l'anticolonialisme viscéral des Vénézuéliens, ça a fait quand même un bond en avant dans la façon de penser les médias, et je me suis retrouvé très heureux d'avoir un nombre très important de chantiers où investir mes efforts. Depuis 2012, j'ai commencé à tenir un blog où j'écris moi-même, mais je fais aussi de la traduction, des analyses que je trouve les plus pertinentes. Donc, il y a déjà à peu près 1200, 1300 articles sur la révolution bolivarienne, qui sont à la fois des témoignages directs des communes ou des analyses un peu plus politiques générales, mais la caractéristique de ce blog, c'est vraiment de donner la parole aux acteurs sociaux et politiques de la base. Voilà, c'est ce qui le différencie peut-être un peu des blogs classiques sur le Venezuela. Il s'appelle Venezuela Info WordPress. Voilà, ça c'est un travail que je fais plutôt dans les heures nocturnes parce que j'ai trouvé qu'effectivement l'unanimisme de la presse aujourd'hui est tellement grand qu'il faut créer des alternatives au moins, même si celle-ci est très modeste. En France, c'est une catastrophe. On a tous entendu parler du kidnapping, hein, il faut dire les mots, président Maduro, du bombardement. Hein. Et en France, il y a eu un système de propagande sur les médias. Moi, j'ai même l'impression que c'est encore plus important qu'aux États-Unis. Eux, ils ont des raisons de donner une propagande. On se demande pourquoi, qu'est-ce qu'ils font. On a vu Macron se mettre à genoux devant Trump dans son tweet. On va parler un peu des événements. Qu'est-ce que toi, t'en comprends de tout ce qui s'est passé? Donc, je vais commencer par le Venezuela, c'est-à-dire une frappe chirurgicale que Trump vient de faire et annonce qu'il peut en faire au Mexique ou à Cuba. En même temps, en ce qui concerne le Venezuela, je peux dire que plus qu'une victoire pour lui, c'est quand même le signe d'un déclin de l'Empire états-unien. Une pratique mafieuse comme ça, mais qui, malgré son aspect spectaculaire,
montre qu'il ne peut pas se permettre une intervention généralisée, par exemple, sur le territoire vénézuélien, ce qui amènerait un nouveau Vietnam pour les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement un maillage, on en a parlé, des communes, des autogouvernements populaires, il y a cette union civico-militaire. Vous voyez comment Chavez avait eu une très, très bonne intuition, ce qu'on appelait à l'époque de Ho Chi Minh au Vietnam la guerre populaire prolongée. Voilà, c'était le concept à l'époque. Mais en tout cas, qu'est-ce qui restait comme manière de contenter son extrême droite et d'exister finalement, c'est de faire une frappe chirurgicale en quelque sorte, c'est de faire quelque chose de très spectaculaire. Mais notre équipe gouvernementale, elle a tout de suite continué le travail. Donc, d'une certaine manière, s'il espérait créer un vide ou créer une division dans la population, c'est complètement un échec. Maintenant, il faut voir aussi que cette précipitation des États-Unis, elle est liée à ce qui se passe dans le monde. Donc là, je vais prendre l'autre bout de l'analyse autour du kidnapping de Maduro. Il faut comprendre que, par exemple, la Russie et la Chine sont des alliés. Ils n'ont pas pu empêcher ce qui s'est passé. Il y en a qui disent ah, la Russie et la Chine n'ont rien fait. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que euh, les États-Unis sont les seuls actuellement militairement à pouvoir intervenir un peu partout. D'accord? La Russie, la Chine ont, disons, des conflits à leur porte. Bon, l'Ukraine dans un cas, le problème de Taïwan pour la Chine, etc. Mais il faut voir surtout qu'en parlant de la Chine, qui est devenue effectivement la plus grande puissance économique aujourd'hui, elle n'est pas pour autant une puissance militaire mondiale. Donc les seuls pour le moment à tenir le monopole encore de la force, ce sont les États-Unis. Mais l'économie des États-Unis va empirer et ils ne vont pas pouvoir, pas plus que les Romains à une certaine époque, continuer à soutenir un tel effort militaire. Alors que la Chine, elle fait le pari de marier les deux, c'est-à-dire d'avancer dans le développement économique pour pouvoir avoir à un moment donné, dans peut-être 20 ans, une puissance militaire suffisante, dissuasive et équivalente, voilà, sur un plan global. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tenant compte de ça, les États-Unis sont dans une course de vitesse. On savait depuis longtemps qu'il y avait clairement, tôt ou tard, le principe d'un conflit entre deux puissances de valeurs plus ou moins égales. Mais aujourd'hui, en plus, ça devient une course contre la montre parce que les États-Unis, s'ils n'agissent pas maintenant, finalement, vont avoir un gros problème de maintenir leur pouvoir. C'est ce que l'historien Vijay Prashad, l'historien indien, appelle l'hyper-impérialisme. C'est-à-dire les États-Unis n'ont plus le monopole de la production, de la technologie, c'est la Chine qui l'a, enfin la puissance en tout cas, et donc il ne leur reste que la force militaire pour essayer de maintenir à tout prix leur statut international. Mais en même temps, c'est une preuve de faiblesse, parce que ça ne peut pas durer éternellement. Et le jour où ils devront intervenir sur d'autres terrains, que ce soit au Moyen-Orient, dans l'Asie, du côté de Taïwan, de la Corée, etc., là, à ce moment-là, il y aura des opportunités pour d'autres puissances de répliquer. Donc, il faut parler de patience stratégique, si vous voyez ce que je veux dire, de la part de la Chine ou de la Russie. Et ça ne veut pas dire donc qu'il n'y a pas une possibilité de construire ce fameux monde multipolaire, mais simplement, on n'est pas encore tout à fait dans les conditions, en tout cas militaires, de se défendre partout. Et sachant qu'il y a un sujet militaire, mais en fait la frappe était tellement chirurgicale qu'il y a un sujet de l'information, enfin de toute façon c'est la guerre qui s'est modernisée, et potentiellement un sujet de trahison, sachant que le sujet de la trahison est quand même beaucoup revenu sur le tapis, il y a aussi une possibilité que certaines personnes essayent de mettre en avant et créer une trahison pour déstabiliser le pays. À l'heure actuelle, en fait, il y a effectivement des enquêtes qui sont en cours, mais je dirais que, encore une fois, c'est le problème de quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt. C'est-à-dire que le problème de la guerre psychologique des États-Unis autour d'un conflit, ça se joue avant, ça se joue après. C'est-à-dire avant, on fabrique l'image du dictateur, c'est-à-dire alors que Maduro est l'anti-dictateur par excellence, qu'il construit la démocratie participative la plus nombreuse, je veux dire, la plus importante finalement du monde. Je ne dis pas ça par chauvinisme, mais parce que c'est une réalité. Donc on construit une image de dictateur complètement, en inversant complètement les termes du réel. Ça,
c'est un procédé archi connu qui fait partie de la propagande de guerre longuement étudiée depuis longtemps. Mais ensuite, il y a le service après-vente. Donc, le service après-vente, c'est à la fois de dénigrer la suite du pouvoir bolivarien en disant, voilà, ce sont des traîtres, ils se sont vendus, etc. C'est aussi fait pour démobiliser les gens, c'est-à-dire ils vont commencer à douter de cette révolution, il y a des traîtres intérieurs, etc. Et bon, par rapport à ça, tout ce que je peux dire, c'est qu'au contraire, on voit plutôt une unité qui continue, une unité politique. Et c'est d'ailleurs la même chose après le coup d'État contre Chavez, et puis après sa mort, on lisait des analyses du même genre, pas forcément sur une traîtrise, mais sur le fait que le chavisme allait exploser, que des groupes d'intérêt allaient commencer à s'entretuer. Et non. Et pourquoi cette unité politique? Bien parce qu'une fois de plus, elle est l'émanation d'une très longue histoire, de très longs sacrifices dans 2 siècles d'histoire anticoloniale, qui fait qu'il y a une relation vraiment forte entre la population et le pouvoir bolivarien. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas, comme peut-être dans des démocraties libérales très médiatiques, on ne peut pas réduire la politique à des personnalités qui sont mises sur le marché au moment des élections, par exemple. Non, au contraire, ce sont des gens qui sont sous contrôle, disons, on peut le dire, pas seulement du vote des citoyens, mais aussi du fait des demandes, de plus en plus des revendications, d'une tension créatrice entre ce pouvoir populaire, notamment communal, et ses représentants politiques. À tel point que Maduro, en 2025, a lancé l'idée d'une constituante, c'est-à-dire là aussi passer à une nouvelle république qui va être basée beaucoup plus sur la commune. Donc il est bien conscient que voilà, Chavez, Maduro ont dû vivre longtemps dans un système représentatif qui était hérité des régimes antérieurs, mais ils ont toujours eu l'idée qu'il fallait dépasser ce système, l'enrichir ou même le transcender dans le sens de créer un pouvoir communal comme base du nouvel État. Et là, c'est très marxiste comme idée. C'est cet État qui n'en finit pas de mourir et cet État qui n'en finit pas de naître, comme disait Gramsci. Mais au moins, c'est conséquent, c'est cohérent. La transformation des institutions va de pair avec la montée en puissance d'un pouvoir populaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la droite à l'Assemblée nationale au Venezuela a toujours voté contre toutes les lois transférant du pouvoir politique ou économique aux organisations populaires, parce que, au-delà d'une simple opposition politique, elle sait très bien que c'est son acte de décès. La droite, par définition, elle travaille sur la création de faux intérêts, de faire passer l'intérêt d'une minorité pour l'intérêt d'une majorité, etc. Elle se masque, mais elle sait très bien que plus un peuple est conscient et plus un peuple participe dans la politique, moins elle aura d'importance. Donc c'est aussi pour elle une question de vie et de mort au sens politique. Et les bolivariens donc, ont beaucoup avancé dans ce sens-là pour rendre irréversible la révolution, et pas du tout par un contrôle répressif, mais au contraire par la force d'émancipation collective. Donc cette structure même de la commune que peut-être il faut qu'on explicite pour que les gens comprennent un peu mieux. Tu as parlé rapidement de la milice. En fait, la commune, elle est construite sur 7 piliers. Un de ces piliers-là, c'est que la commune réfléchit à sa sécurité et à sa défense. La commune réfléchit aussi à son information. Il y a des médias communaux, plutôt des radios, de ce que j'ai compris. Et donc, il y a toute une constitution dans la commune qui fait qu'en fait, elle se donne un pouvoir, elle se donne des décisions, elle se donne des réflexions sur tout ce qui se passe, et elle construit elle-même un système que par essence, imperméable aux médias traditionnels, aux oligarques, que nous, on connaît chez nous. Oui, c'est, je crois, un des points fondamentaux de tout processus révolutionnaire. C'est comment on réussit à construire une information qui permet à tout moment, je dirais presque en temps réel, de conduire une action révolutionnaire dans tous les domaines. Et le risque pour une révolution, c'est quand, par exemple, l'équipe dirigeante s'éloigne ou se coupe de cette information de la base et commence à travailler en circuit fermé. Et ça, c'est un risque. Alors qu'ici, effectivement, la relation de l'information au territoire, c'est-à-dire aux habitants eux-mêmes dans leur diagnostic quotidien, elle est effectivement
beaucoup plus importante aujourd'hui grâce aux communes. Je vais commencer par un exemple concret et puis j'irai sur les exemples de l'information. C'est que on a souvent parlé aussi de corruption au Venezuela. Voilà, Maduro corrompu d'ailleurs était un des leitmotifs. Euh, et un exemple de l'action politique de Maduro, ça a été en faisant ces consultations populaires, donc tous les 4 mois. Les assemblées communales, les habitants décident d'abord quels vont être les 7 projets proposés au vote du reste des habitants, et ensuite le premier projet retenu va être cofinancé par l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la suite, c'est pas seulement la construction de l'école, c'est que ce sont les organisations communales elles-mêmes qui vont rendre compte de chaque denier versé par l'État euh, et vont rendre compte de ça en assemblée. Et il y a 3 membres pour chaque comité de finances, il y a 3 membres. Donc et qui sont eux-mêmes au milieu des autres conseils de ce Parlement communal. Par conséquent, c'est une façon très correcte et très efficace surtout de limiter la corruption. Parce que quand ça dépend d'un ministre ou d'un fonctionnaire, le fait de donner de l'argent à une organisation, effectivement, il y a une partie du procédé qui reste assez opaque, qui reste dans les officines ministérielles. Alors que là, tout est sur la place publique. Et les gens posent des questions, peuvent mettre le doigt sur l'addition. Et c'est très bon parce que comme ça, on n'est pas du tout obligé de mettre, pour le dire ainsi, un policier derrière chaque fonctionnaire pour surveiller, mais c'est le peuple lui-même qui agit à bon escient Alors, pour le reste, l'information. Voilà. Au début de décembre, effectivement, Maduro a établi 7 lignes stratégiques pour le pouvoir communal et l'une d'elles, c'est de renforcer ce qu'on appelle ici las salas de autogobierno, les salles d'autogouvernement, qui sont des espaces de réunion où, en temps réel, les communes commencent à réunir les informations par les recensements, rue par rue. Par exemple, on va savoir précisément quelles sont les pathologies des personnes âgées, où il y a des besoins de jeunes femmes qui vont accoucher, comment on peut les aider, les besoins en infrastructure, etc., les problèmes de services publics, les maisons qui ont un risque de s'effondrer éventuellement, etc. Bon. Donc là, il y a une intelligence collective qui se met en mouvement et qui apporte tout le temps des informations nouvelles, puisque les situations évoluent effectivement, et font le suivi aussi de chaque projet cofinancé. Et ça remonte vers le gouvernement. Donc il y a une sorte on peut imaginer une espèce de grande salle vidéo avec de multiples écrans. Parfois, on voit le président Maduro qui communique comme ça, mais les ministres le font aussi. C'est une idée qui est née d'ailleurs sous Salvador Allende au Chili. C'est peu connu, mais il avait créé une salle situationnelle aussi, comme on dit en espagnol, ça s'appelait, je crois, Cinco, et qui était, avec l'Internet de l'époque, un peu balbutiant, mais qui était quand même une connexion directe avec notamment les autogestions ouvrières, les poblaciones, qui envoyaient des informations aussi. Et donc, c'était en quelque sorte le prélude à ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de participation citoyenne. Et voilà, si une révolution réussit ça, c'est effectivement un grand degré de démocratie directe, mais c'est surtout la manière d'orienter, de corriger, de rectifier sans cesse des politiques publiques. Et après tout, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que le peuple soit maître, à travers l'information, des décisions qui seront prises par l'État, qui doit devenir en même temps le peuple aussi à moyen ou à long terme. On revient encore sur justement ce contexte actuel du Venezuela et en fait, c'est ça qui peut aussi nous faire dire que, Trump, il n'a pas réussi son coup et on peut se demander si est-ce qu'il va vraiment pouvoir réussir à faire quelque chose. Moi, j'ai un peu l'impression que Trump, il est dos au mur. On sait notamment qu'il a annoncé qu'il avait permis d'obtenir beaucoup de pétrole, sachant que de ce que j'ai compris, c'était des accords qui étaient déjà conclus en amont et qu'en fait, il nous ressort des vieux papiers, on dit dans c'est nouveau, c'est grâce à moi. Concrètement, il n'a pas fait grand-chose. Les chefs d'accusation contre Maduro, il y avait un chef d'accusation principal de narcotrafic avec une espèce de bande qui... en fait, ce chef n'a pas été reconnu, il tient même plus en justice.
parce que c'était faux. Enfin, évidemment, Maduro n'est pas un narcotrafiquant. Et donc on a un peu l'impression que Trump, il est dos au mur, quoi. En tout cas, il est face à ses contradictions internes, hein. Il doit contenter son extrême droite, donc Marco Rubio, la communauté anticastriste, etc. En même temps, l'électorat latino est en train de commencer à, à s'éloigner de lui parce que toute la politique anti-migratoire et la répression policière qui s'abat sur les migrants latinos, notamment vénézuéliens d'ailleurs, commence à effectivement à ébranler fortement cette base latino-américaine des États-Unis. Mais en plus, il a les fameuses élections de moyens, comment dit-on, de mi-mandat, voilà, Ouais. avec une situation économique qui ne s'améliore pas vu ce qu'il fait en termes de politique. Donc, effectivement, il est dans des grands problèmes. Je voudrais dire aussi sur le plan politique qu'on parle souvent du pétrole, donc le narcotrafic servant à cacher la raison pétrolière de ces actions. Tu as rappelé effectivement que les accords dont il se vante, en fait, c'était les accords qui avaient été établis avec Maduro et que lui-même, Trump, avait bloqués en disant je ne veux plus financer le dictateur, donc je vais arrêter, par exemple, les activités de Chevron, hein, qui, parmi beaucoup d'autres pays, avait encore quelques industries au Venezuela. Et donc maintenant, il rétablit ça et il prétend que c'est une concession du Venezuela. C'est pour dire un peu le ridicule et l'obligation d'inventer des discours pour se justifier. Mais je voudrais dire que par rapport au Venezuela, ce qui est intéressant, c'est que au-delà du fait que je crois maintenant tout le monde a compris depuis longtemps que, et Trump l'a dit lui-même, il s'agit de mettre main basse sur le pétrole. De l'autre côté, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que c'est aussi par peur de la contagion d'un exemple politique aussi puissant qu'une démocratie, une révolution de gauche, qui est en même temps hyper démocratique. Et quand on regarde l'histoire, encore une fois, on voit que lorsque George Floyd, un citoyen afrodescendant des États-Unis, a été assassiné, vous vous souvenez, par un policier qui l'avait asphyxié, l'avait mis à terre et l'avait asphyxié, il y a eu des révoltes dans beaucoup de villes des États-Unis. Et Trump avait sorti un décret pour faire donner la troupe dans ces villes, pour réprimer les gens, pour contrôler la rébellion. Et il a usé pour ça d'un décret qui remonte à l'époque des grands planteurs de l'esclavage du sud des États-Unis. Ce décret, il l'avait établi à l'époque parce que les vents de la révolution haïtienne menaçaient de se transformer en révolte des esclaves dans le sud des États-Unis. C'était ce qu'on appelait l'époque des Jacobins noirs, hein, pour reprendre les termes d'un livre d'un intellectuel de Trinidad et Tobago. C'est R.L. James qui explique bien donc, que ces idées d'égalité étaient très dangereuses à l'époque pour tout le système esclavagiste de la région. Et donc, c'est pas inintéressant de voir que Trump reprend finalement un geste politique de contention d'un exemple trop démocratique qui risquerait d'avoir des échos dans d'autres peuples. Donc là aussi, il y a une course de vitesse. Et c'est pourquoi les médias, l'ordre capitaliste des médias, doit absolument transformer ce qui est hyper démocratique en dictature. C'est une façon d'empêcher les citoyens de France, notamment les citoyennes, euh, de s'inspirer, ou en tout cas de comprendre que c'est possible de faire une révolution. Et même Chavez avait une formule intéressante, il disait ce n'est pas une révolution démocratique, c'est une démocratie révolutionnaire, ce qui dit tout. Ouais, c'est intéressant et peut-être que justement on peut faire cette transition sur le sujet des démocrates. Il y a eu un grand changement à New York, Zoran Mandani, qui est pour certains un espoir, une gauche nouvelle aux États-Unis, peut-être un communiste, peut-être un socialiste. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que justement par rapport au cas, il a quand même été assez silencieux. Moi, j'ai vu qu'il a dit qu'il avait appelé Trump. On sait pas. La position des démocrates, elle est un peu timide quand même sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais les démocrates aux États-Unis, ça a été toujours non pas une rupture ou une alternative à la politique des États-Unis, en tout cas en matière extérieure.
Il y a simplement deux manières de mener le même impérialisme, hein. Une manière soft et une manière hard pour parler court, mais on sait bien que, par exemple, Biden, l'origine même des sanctions, en fait, c'est Mmh. Obama. C'est Obama qui sort un décret qui considère, je cite, le Venezuela comme une menace euh, euh, extraordinaire pour la sécurité des États-Unis. Voilà ce qu'on a sous la main comme démocrate. Et bon, quand on regarde en fait la manière de penser des démocrates actuellement, même le nouveau maire de New York, sont des gens qui considèrent plus ou moins que Maduro est un dictateur, mais qui vont critiquer la manière de Trump. Mais fondamentalement, ils partagent à peu près la même vision. J'ai vu que Bernie Sanders, par exemple, a sorti un message disant Maduro était un dictateur. En même temps, je ne suis pas d'accord avec euh, ce que fait Trump, qui est aussi une sorte de dictature. Donc, il ne faut pas s'attendre à une rupture. Je pense que le maire de New York, s'il est timide, comme Ocasio-Cortez et des gens comme ça, c'est parce qu'ils sont simplement dans une même vision du monde. Euh, et qu'il ne faut pas s'attendre. Alors, s'il y a un changement un jour aux États-Unis, c'est quand vraiment une base, y compris à l'intérieur du Parti démocrate, on voit quand même une nouvelle base grâce à l'entraînement politique, à la formation politique, a été la lutte contre le génocide du peuple palestinien et toute la répression. Il y a quand même une école nouvelle, une génération nouvelle qui en a bavé ces derniers temps et qui comprend un peu le double jeu ou la timidité, comme tu dis, des démocrates et qui ne s'en satisfont plus. Donc peut-être un jour, il y aura une alternative au bipartisme états-unien, dont on sait qu'il ne faut rien attendre, et soit un nouveau parti, soit en tout cas une reprise par d'autres moyens de la politique extérieure, par une génération qui aura vraiment de façon cohérente tirer les conclusions de, par exemple, ce qu'ont fait les États-Unis ou ce que font toujours au peuple palestinien. Et qu'est-ce que tu en penses, Révolution permanente ou d'autres mouvements, d'héritage trotskiste qui avaient eu une bonne posture, justement comme ce que tu dis des démocrates qui avaient une bonne posture par rapport à la Palestine, et là on les a vus quand même très timides, par rapport, et timides, je pèse mes mots, par rapport au Venezuela en justement en rappelant à de nombreuses reprises, que c'était un dictateur. Bon, J'ai jamais vraiment compris la relation entre le trotskisme contemporain et Trotsky, le révolutionnaire russe, mais bon, c'est un autre débat. Mais ça m'amuse toujours parce qu'au fond, on peut voir là un personnel qui est très, très lié aux médias capitalistes, hein. On voit bien les porte-paroles trotskistes comme Besancenot, ils adorent être à la télé, ils ont fabriqué une image très médiatique, avec l'idée qu'il faut quand même être dans les médias pour faire avancer sa cause. Mais il y a une espèce d'osmose déjà depuis longtemps entre l'ordre médiatique et cette famille politique. Ensuite, sur l'ensemble des thèmes internationaux, il y a toujours, effectivement, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais souvent ils appuient des peuples qui sont victimes. C'est-à-dire, bon, les Palestiniens, euh, j'imagine, s'ils avaient un vrai gouvernement révolutionnaire, là, je pense que très vite les trotskistes s'en éloignent avec le même discours que sur le Venezuela, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand c'est des victimes, c'est toujours facile, la compassion, la récupération politique, à peu de frais. Par contre, j'ai même vu à un moment donné en France les trotskistes appuyer les actions militaires de Macron au Sahel, dans les pays du Sahel, avant l'émergence des pays du Sahel, hein. C'était l'époque où la France était militairement présente. Donc il y a vraiment plus qu'une ambiguïté, il y a souvent une promiscuité avec la stratégie impériale, même s'il y a un anti-impérialisme de routine dans la rhétorique. Dans les faits, finalement, c'est beaucoup plus des gens qui démolissent que des constructeurs. C'est-à-dire là, en l'occurrence, ils font le relais du discours sur la dictature au Venezuela, qui est essentiel pour l'Empire dans sa stratégie à la fois de division, de démobilisation et de poursuite de l'agression. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus
à en dire. On a notamment pu entendre Révolution Permanente nous dire qu'il y aurait une figure communiste, Figueira, qui aurait justement pris la défense, qui aurait nommé Maduro comme dictateur, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être que tu peux nous dessiner un peu plus le paysage politique du Venezuela aujourd'hui? Il y a une méprise totale sur ce sujet parce que la caution qu'a trouvé le trotskisme, en l'occurrence de cette ex-direction du PC, qui regroupe à peu près 15 personnes, n'a rien à voir avec le Parti communiste vénézuélien véritable. Et ça, il faut l'expliquer. Maurice Lemoine a d'ailleurs écrit aussi un long article qui s'appelle Être communiste au Venezuela. J'en ai écrit un autre parce que depuis des années, effectivement, des tas de militants à travers le monde reçoivent des communiqués, soi-disant du Parti communiste vénézuélien, disant Maduro, traître, réformiste, qui persécute les communistes, qui écrase les salaires des travailleurs, etc. En réalité, cette ex-direction avait été, à cause de cette position lâchée par sa base, de plus en plus, elle avait organisé un congrès pour essayer de garder le pouvoir avec uniquement des délégués qui étaient proches de cette direction, qui faisaient à peu près 80 délégués au lieu des 400 habituels. Et voilà, des militants, à un moment donné, ont déposé plainte par rapport à la loi électorale en disant, voilà, on est spolié de nos droits en tant que militant. Bon, ça, dans chaque pays, on peut le faire par rapport à un parti qui, tout à coup, ne respecte plus ses statuts. Et ils ont finalement obtenu gain de cause. C'est-à-dire que il y a maintenant une direction légale par décision du tribunal suprême qui est en train de reconstruire complètement le Parti communiste et qui a gagné beaucoup de voix aux dernières élections et qui appuie la révolution bolivarienne et qui renoue en fait avec l'idée au départ des communistes. Lorsque Chavez a été élu, il y avait une alliance avec le Parti communiste, et tant mieux. Aujourd'hui, ils reprennent cette idée fondamentale avec l'idée anti-impérialiste, avec l'idée qu'il faut continuer à construire le socialisme et que, voilà, dans ce sens-là, ils sont d'accord avec beaucoup de points des partis chavistes, même s'ils ont leur propre identité et leurs critiques à faire. Mais c'est un parti qui appuie Maduro, maintenant Delcy, qui est dans la continuité aussi de la révolution. Ils ont gagné beaucoup de sièges de députés par rapport au score habituel, alors que l'ex-direction finalement n'a plus d'assises. Elle n'est plus dans les régions, elle n'est plus dans les cellules de base, elle est juste en train de pondre des communiqués qui peuvent servir notamment à des trotskistes à parler de soi-disant voix du Parti communiste alors qu'ils ne le sont plus légalement et qu'ils ne sont plus dans le jeu politique finalement. C'est une équipe qui est simplement en train de se réunir pour pondre des communiqués. Alors le Parti communiste vénézuélien aujourd'hui, c'est ce que j'explique dans cet article aussi dans mon blog qui s'appelle Renaissance, victoire et renaissance du Parti communiste au Venezuela, c'est que non seulement ils ont gagné des voix et gagné des députés, des mairies, des conseils communaux, mais ils sont en train de préparer leur grand congrès, c'est-à-dire ils ont des réunions préparatoires et ils vont reprendre pied vraiment dans la scène politique avec leur congrès national dans quelques mois. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin d'un parti communiste fort au Venezuela et c'est tant mieux. Donc voilà, c'est une méprise qui dure et qui fait partie de la coupure avec le réel, de l'ignorance organisée, de la volonté de cacher de la part des trotskistes l'existence du véritable parti communiste vénézuélien. Mais à un moment donné, quand il aura fait son congrès, quand il y aura encore plus d'élections, quand il y aura plus de militants dans ce parti, alors que ce petit groupe n'existe pratiquement plus, ils seront bien obligés de tenir compte de la réalité. Ça ne va pas être possible plus longtemps de nier l'importance, je veux dire, numérique et représentative du véritable parti. Donc c'est une question de temps et voilà. En parlant justement de ceux qui veulent nuire à l'image du Venezuela et du gouvernement en place, que a mis beaucoup en avant les médias, ces réactions des Vénézuéliens qui se seraient exilés et qui seraient eux très contents du kidnapping de Maduro. C'est assez simple. Il y a dans la communauté des migrants, effectivement, c'est essentiellement économique. C'est à partir du moment où les sanctions tombent sur le Venezuela qu'on commence à voir effectivement une dégradation des salaires. Et évidemment, pas par la volonté de Maduro, mais parce que les
les caisses de l'État commencent à se vider. Mais à ce moment-là, donc, il y a une migration économique qui est aussi pas mal dirigée psychologiquement. Il y a une guerre psychologique qui fait que on leur dit ailleurs vous allez être mieux, donc allez-y. Il y avait tout un calcul là aussi des États-Unis parce que ils ont ensuite été utilisés ces migrants, comme on sait, comme la possibilité de dire le socialisme ça ne marche pas, ils sont victimes de la dictature de Maduro, donc ils doivent s'exiler, etc. Bon, la réalité, c'est que souvent, beaucoup d'entre eux ont été très maltraités, exploités, que ce soit au Pérou, en Colombie, aux États-Unis. Cette main-d'œuvre, cette aubaine pour les patrons a été surexploitée. Mais surtout par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, des vidéos de gens qui fêtent la chute de la dictature. Bon, c'est très facile. On peut choisir certaines images de certains groupes qui sont effectivement. Bon, on pourrait aller à Miami, demander l'avis des Cubains de Miami sur la dictature cubaine. On pourrait trouver beaucoup de. Si je regarde la France à travers les médias, par exemple, je vais voir que n'importe quelle lutte sociale, il y a des tas d'usagers en colère qui disent j'ai pas pu prendre mon train, ou bien je vais voir. Enfin, voilà. Aujourd'hui, les médias font leur travail partout pour disqualifier et choisir qui a droit à la parole. C'est donc très significatif et une preuve de faiblesse des médias dominants de ne montrer que ces groupes-là. Les migrants aux États-Unis et en Espagne qu'on voit, effectivement, sont des gens qui souvent sont dans l'osmose avec le discours de ces dominants dans ces pays-là. Je ne connais pas de communauté migrante qui puisse, en Espagne ou ailleurs, dire tout à coup, nous soutenons la révolution bolivarienne, donnez-nous un statut de réfugié. Par contre, et je crois qu'il y en a qui sont très sincèrement à droite ou contre Maduro pour des tas de raisons. Bon, c'est leur droit. Mais il y a effectivement la substitution de la mobilisation populaire généralisée qu'il y a au Venezuela avec ces images tout à fait fragmentaires. Non seulement parce qu'il y a beaucoup de mobilisation internationale aussi de Vénézuéliens ou d'autres mouvements dans de très nombreux pays qu'il vaudrait déjà la peine de montrer, mais surtout à l'intérieur du Venezuela, ce qui est intéressant, c'est l'unité nationale, c'est-à-dire dans les rues de Caracas qui ne désemplissent pas. On voit non seulement des mouvements sociaux, des syndicats, des associations féministes, des autogouvernements communards, des étudiants, des mouvements de jeunesse, mais on trouve aussi même des gens de droite modérés, entre guillemets, c'est-à-dire qui acceptent de participer aux élections, non pas comme les putschistes autour de Maria Corina Machado, et qui, par patriotisme, je dirais, se joignent à ces manifestations pour demander la libération de Maduro. Ça donne une idée aussi de la conscience, finalement, de la société vénézuélienne par rapport à un enjeu aussi fondamental. Et ce sont quand même des manifestations énormes. Donc que les médias soient obligés de ne pas en rendre compte, c'est aussi une preuve de faiblesse de leur part. Juste avant de conclure, on va peut-être finir sur un dernier petit sujet. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a parlé de Grande Colombie, sujet que a déjà abordé Maduro par le passé. Est-ce que ça peut être une solution, justement, notamment pour la situation actuelle et pour tous les problèmes qui pourraient arriver dans le futur avec les États-Unis? Ce qui est intéressant, c'est comment l'histoire nourrit le présent, c'est-à-dire bien comprendre l'Amérique latine, c'est aussi comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, provient de l'histoire, en particulier des 2 derniers siècles. Bien sûr, les 5 siècles de lutte contre l'Empire espagnol, contre l'impérialisme espagnol, mais en plus, à partir de Bolivar, effectivement, si tu regardes la carte de l'Amérique latine, on voit que les pays qui s'opposent le plus au Venezuela en tant que gouvernement, ce sont déjà des gouvernements ou des élites qui étaient contre Bolivar il y a 2 siècles. Bolivar voulait faire un grand congrès unitaire latino-américain à Panama, et donc il a invité tout le monde et il a envoyé des émissaires un peu partout. Et ceux qui ont le moins répondu ou qui ont fait la sourde oreille, c'est précisément par exemple le Chili, l'Argentine, etc., qui voyaient toujours avec méfiance ces nègres des Caraïbes, écervelés, baroques et trop rebelles à leur goût, alors que dans le sud de l'Amérique, on a souvent des gens plutôt eurocentrés. Bon. En tout cas, voilà, il y a déjà dans l'idée de Bolivar de créer la Grande Colombie, ou plutôt, elle existait déjà à l'époque de Bolivar. Lorsqu'il passe les Andes, lorsqu'il traverse les Andes avec son armée d'ex-esclavisés,
que les Jacobins noirs de Haïti lui avaient demandé par décret de libérer. Et à partir de là, il va de victoire en victoire parce que ça devient une guerre sociale et non plus une guerre d'oligarques avec des paysans qui servent de chair à canon. Là, ça devient une armée consciente. Il traverse les Andes et le premier pays libéré, c'est la Colombie. Et à partir de là, il y a une unité territoriale qui se fait entre le Venezuela et la Colombie, qu'on appelle effectivement la Grande Colombia, la Grande Colombie. Après la mort de Bolivar, les oligarques, d'une manière ou d'une autre, essaient de reprendre le contrôle de la politique et donc redivisent ce qui avait été uni par Bolivar, en l'occurrence Santander en Colombie, qui succède à Bolivar, qui avait été un de ses généraux, signe un traité de commerce avec les États-Unis, bref, commence à séparer ce que Bolivar avait réuni et c'est pendant longtemps, jusqu'aujourd'hui, une triste histoire de division puisque de manière contemporaine, effectivement, l'élite colombienne, qui est une élite très dure, une bourgeoisie très cruelle, on sait ce qu'elle a fait en termes de domination politique, d'assassinat permanent de toute forme d'opposition, puis le paramilitarisme a servi euh, de, de porte-avions en différentes incursions, déstabilisations, etc. C'était le refuge des extrémistes de droite vénézuéliens, toujours les régimes paramilitaires. Donc, Petro revient aux fondamentaux avec Bolivar, avec l'idée de la Grande Colombie. On espère, puisque les élections présidentielles en mai en Colombie, on espère que Ivan Cepeda, donc, qui est un fils de guerrilleros, qui a vraiment un personnage d'une grande envergure intellectuelle aussi, va accélérer ce processus. Mais Chavez a toujours essayé même lorsqu'il avait affaire à des gouvernements d'extrême droite paramilitaires en Colombie, malgré tout, il dialoguait avec eux, même avec Uribe. Il faut se souvenir qu'au moment où Chavez arrive au pouvoir, les très nombreux, les 6 millions de réfugiés colombiens au Venezuela qui fuyaient la guerre, qui fuyaient la misère, etc., ils ont été légalisés. Ils ont reçu des cartes d'identité de Chavez, a fait un très grand mouvement de légalisation. On leur a donné des maisons, dans la mesure du possible, du travail, enfin la paix, pour pouvoir vivre. Et c'était cette idée déjà chez Chavez de le peuple colombien et le peuple vénézuélien ne font qu'un peuple, donc on doit les aider et leur donner les mêmes droits. Et par contre, évidemment, du côté colombien, on a eu droit avec ces régimes paramilitaires à, à la volonté de nous détruire. Il y a un rapport d'ailleurs très, très colonial. Je crois que pour l'élite colombienne, les Vénézuéliens sont toujours les ex-esclaves en fuite. Il y a un concept très, très colonial. Nous sommes un peu les rebelles, les afrodescendants qui fuient dans les montagnes et il faut mater la révolte. Et quand on connaît l'élite colombienne, c'est un peu comme ça qu'ils nous voient. Et donc la Grande Colombie, c'est quelque chose de très politique, c'est bien plus qu'un territoire. C'est vraiment refondé à partir de l'idée bolivarienne, l'égalité, la République des égaux, comme disait Bolivar, mais pas seulement avec la Colombie, si possible avec toute l'Amérique latine. La Grande Colombie, c'est aussi l'expression de la prise de conscience latino-américaine autour de la menace existentielle que fait peser maintenant Trump, c'est-à-dire il a menacé déjà la Colombie d'intervention terrestre, Cuba tout récemment, un chantage très mafieux, très violent, et la Colombie. Et donc les Latinos savent très bien que quand on touche à l'un des leurs, tous les autres sont menacés. On voit que le Honduras vient de subir un coup d'État électoral aussi sous influence des États-Unis, donc l'affaire n'est pas mince. Il y a vraiment une prise de conscience qui est aussi planétaire. Je sais que tout ça vient du moment où la communauté internationale, j'entends les institutions, n'ont pas été capables d'arrêter le génocide en Palestine. Donc là déjà, Petro d'ailleurs avait été prophète, il avait dit ce qui est en train de se passer en Palestine, c'est un laboratoire. Et qu'après ça, tous les peuples peuvent être menacés, notamment pour leurs ressources. Il avait dit ça très clairement. Certains disaient à l'époque, ouais, mais il exagère quand même. Voilà, et maintenant on va clôturer. Est-ce que tu peux peut-être, est-ce qu'il y a des pistes pour nous, en tant que Français ou tout Européen qui écouterait, et on n'est pas extrêmement proche, hein, on va pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui arrivent au Venezuela, mais est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on peut faire dans la situation actuelle? Par exemple, quand on est en France, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bon, déjà, les mobilisations sont intéressantes parce qu'elles montrent qu'il y a une base
notamment la base, un peu comme aux États-Unis, qui a beaucoup appris avec la lutte en défense du peuple palestinien, qui a beaucoup appris sur le monde, sur la géopolitique, sur la compromission et le vide des dirigeants et leur soumission permanente. Donc il y a un appel d'air en politique, comme toujours, la nature a horreur du vide, et c'est clair qu'il y a un grand potentiel de travail politique, d'organisation, de formation. Souvent, la gauche a oublié la formation, et c'est une des causes de son affaiblissement. Donc reprendre avec parfois des nouveaux secteurs sociaux dans les quartiers populaires, continuer, comme c'est déjà en cours, je sais en France, une école, et prendre la mesure de ce qui se passe dans le monde pour mettre la France en lien avec toutes ces luttes. Je crois que c'est la bonne direction. La deuxième, c'est qualitativement, je dirais, par rapport à ce que fait le Venezuela en particulier. On a bien vu récemment, mais c'est quelque chose qui dure depuis 25 ans, l'invisibilisation de toute cette construction d'une démocratie directe par les citoyens et les citoyennes. Or, Dieu sait que dans les fondements, par exemple, de la Révolution française, on pense souvent à des figures mythiques comme Robespierre et d'autres, mais stratégiquement, c'était une fédération des communes quand même, hein, qui était au cœur de la Révolution française la plus authentique. Donc, ce rêve communaliste que je vois par exemple du côté des Insoumis, on est en train de travailler là-dessus, a tout son sens, parce que la vieille démocratie libérale bourgeoise, elle est en train de donner également ses derniers soupirs, donc il ne faut pas attendre que ces restes d'apparente démocratie tombent dans les mains de l'extrême droite. Il faut nous préparer à créer une autre forme de démocratie. Et donc là, par exemple, le lien avec l'expérience vénézuélienne, non pas pour la copier, mais pour voir que c'est possible d'organiser dans les territoires par la participation directe une nouvelle forme d'État, je crois que c'est très intéressant. Et ce serait justice parce que Bolivar, il a un petit peu repris des idées de la Révolution française. D'une certaine manière, on peut dire que la Révolution bolivarienne, c'est la continuation avec bien sûr d'autres ingrédients. Évidemment, la rébellion des esclaves, la communauté indigène, le bien commun, tout ça, mais enfin, c'est aussi en partie une continuation de la Révolution française. Et c'est un capital commun. Et du côté communiste, je veux dire, la commune est un fondement idéologique essentiel. On se rappelle comment Lénine avait dansé très joyeusement quand il avait calculé que la révolution russe avait duré plus longtemps que les jours de la Commune de Paris. Il ne faut pas oublier que le gouvernement des ouvriers, par les ouvriers et ouvrières, c'était quand même quelque chose qui a été vite écrasé, mais qui est précisément pour cela le signe de notre futur commun. Je suis convaincu, parce que j'ai parlé avec beaucoup de délégués internationaux dans des rencontres à Caracas, des délégués d'Afrique, d'Asie, etc. J'ai remarqué que tous les pays, d'une manière ou d'une autre, avaient des histoires de communes, avec des noms différents, des réalités différentes. Mais cette idée très rationnelle, très communiste, qu'ensemble on vit mieux, que la vie est plus belle quand on vit ensemble, quand il y a une solidarité, quand il y a des projets, des rêves en commun et qu'on peut les réaliser, c'est cela qu'il faut défendre aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va rendre espoir à beaucoup de militants qui sont devenus, par l'individualisme, la séparation, très malléables par les médias, mais en même temps très désespérés. Merci beaucoup Thierry, surtout pour ces très beaux mots à la fin. N'hésitez pas à aller voir le travail de Thierry, hein, qui était très bien. On vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, et voilà, de communiquer ces informations réelles sur ce qui est en train de se passer. Et je vous dis à une prochaine fois, prochaine interview avec un autre camarade en lutte.